Bienvenue dans l'entretien de C-Lever. Chaque mois, nous prenons le temps d'échanger avec une patronne ou un patron de PME ou de TI sur sa vision de la stratégie, l'histoire de son entreprise, des anecdotes, comment ces personnes se ressourcent et qu'est-ce qui fait aujourd'hui un dirigeant. Dans cet épisode, nous avons eu la chance d'échanger avec Laurent Fiard. Donc Laurent Fiard, cofondateur du groupe Visiative. Visiative, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1500 personnes, 25 000 clients, je crois. Et c'est des intégrateurs éditeurs de logiciels. C'est une entreprise extraordinaire. Il va nous expliquer son rôle en tant que dirigeant, il va nous expliquer l'histoire de son entreprise, comment il a cofondé ce groupe, sa vision de l'engagement auprès des territoires, parce qu'il était patron du MEDEF du Rhône, etc. C'est là le privilège de l'expérience, c'est qu'on a fait plein de bêtises. Visiative, c'est vision collaborative. Plus on essaye de saisir des opportunités, plus on prend des risques, plus on a cette opportunité d'embarquer et de réussir un des projets embarqués. Quand on est dirigeant, la réussite des autres, c'est-à-dire des personnes qu'on accompagne, c'est toujours une vraie satisfaction. Très vite derrière, on a plutôt travaillé sur une stratégie de croissance externe. Donc j'ai envie de dire qu'on a utilisé presque toutes les mécaniques de levée de fonds, d'effet de levier avec la dette, faire l'introduction en bourse. Je m'appelle Camille Brodag, dirigeant de Seabirds. Seabirds est une entreprise qui accompagne les PME et les ETI dans leurs orientations stratégiques, leurs opérations de cession et de croissance externe. Avant de commencer, petite actu de Seabirds, donc on est très content parce qu'on a accompagné récemment Exium dans l'acquisition de Fixage. Exium est une entreprise incroyable qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, conseil en banque assurance, qui a été créée il y a 6 ans avec une croissance extraordinaire et qui s'est développée grâce à Fixage dans des nouveaux métiers qui sont ceux de l'actuariat. Et maintenant, place à Laurent. Laurent, bonjour. Oui, bonjour Camille. Laurent, on va commencer cet entretien avec une machine à voyager dans le temps. Tu rentres dans une machine à voyager dans le temps et tu as la chance de rencontrer Laurent Fiard qui a 25 ans. Qu'est-ce que tu lui dis ? Je lui dis plein de choses. D'abord, je lui dis d'oser entreprendre, de se lancer, puisqu'à 25 ans, on prend pas beaucoup de risques de se tromper. Donc, bien sûr, en regardant à côté de lui qui peut embarquer dans un projet au sens équipe du terme. Donc, de se lancer, de trouver la bonne idée et surtout de se préoccuper du marché. Laurent, pourquoi tu as entrepris ? Quel a été le déclic ? Alors c'est, je sais pas l'expliquer, c'est tout d'abord, l'envie, de prendre des risques, l'envie de construire, l'envie d'embarquer un projet et surtout une équipe dans un projet. Et puis, bien sûr, toujours, inspiré par, les chefs d'entreprise, en l'occurrence, des chefs d'entreprise dans la famille. J'avais plutôt une destination puisque mon père était plutôt, fonctionnaire, d'être, dans la fonction publique, mais je sais pas, un déclic, assez, évident, d'aller, chercher, la conquête, du marché et de créer, une belle entreprise. Et encore sur les sujets de déclic, à quel moment il y a eu un point de bascule entre un projet et une vraie entreprise ? Alors, l'histoire Visiative, c'est, d'abord une histoire humaine, donc la rencontre avec mon associé, Christian Donzel, qui avait à l'époque, 15 ans de plus que moi. Le démarrage en fait de la création, d'une filiale, d'une société suisse et puis l'opportunité de racheter, de faire un MBO, donc de prendre les risques au sens, engagement financier, mais aussi, engagement, pour, composer notre propre stratégie. Donc l'opportunité, là aussi, j'ai envie de dire d'abord de s'occuper, de nos clients, d'être en proximité de nos clients et de les amener en fait vers, ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation. Mais, il y a maintenant, presque 40 ans. Il faut savoir qu'on était à peine, dans les bureaux d'études avec, la planche à dessin et on passait du dessin, au numérique. Donc, toute cette transformation de passer, sur les jumeaux numériques, la conception 3D et cette envie d'embarquer et de trouver en fait un cap, stratégique. Si tu devais lister les différents jalons, les étapes importantes du développement de Visiative, ce serait quoi ? Alors il y a eu plusieurs paliers en fait, Un premier palier qui constituait à, créer ses fondations au sens proposition de valeur. Un premier palier, où nous étions, plutôt une TPE. Ensuite avec, quelques signaux faibles du marché, on est devenu très vite une start-up. Bon, je me souviens à l'époque avoir gagné quelques concours de start-up qui nous a permis d'ailleurs de faire une levée de fonds et
d'être nous-mêmes un éditeur de logiciels, hein, puisqu'on était plutôt intégrateur de solutions logicielles et particulièrement SolidWorks, qui a été racheté quelques années plus tard par Dassault Systèmes. Donc ce palier de construire la proposition de valeur. Ensuite, un second palier qui était d'aller chercher justement les opportunités de croissance par rapport aux besoins de nos clients, donc des valeurs fortes de Visiative, puisque Visiative, c'est vision collaborative, hein, d'être proche à la fois de toutes les parties prenantes, donc de nos actionnaires, de nos collaborateurs et de nos clients, et d'aller chercher des nouvelles offres, des nouvelles opportunités. Ce qui nous a permis de développer en fait un plan stratégique qui s'appelait à l'époque Cap 2013 et qui nous a permis de faire l'introduction en bourse en 2014, et ensuite on a enchaîné plusieurs plans stratégiques. L'histoire Visiative est une super success story. Les success stories, il y en a finalement assez peu. Il y a toujours un peu de chance. Quelle part à la chance là-dedans? Alors ce que je réponds toujours par rapport à la chance, c'est plus on travaille, plus on a de la chance. Tout ça pour dire que, voilà, plus on essaye de saisir, des opportunités, plus on prend des risques, plus, on a cette opportunité d'embarquer et de réussir, un des projets, embarqués. Heu, donc la chance, c'est plutôt, cette capacité à prendre des risques. Aujourd'hui, Visiative fait beaucoup de chiffres d'affaires à l'international. Quel était ton premier chiffre d'affaires à l'international? Comment t'es parti à l'international? Alors, tout simplement, on a d'abord, passé les frontières, suisses, bon, ce qui était, plutôt facile, puisque, Suisse romande, où on a fait l'acquisition de notre, confrère en Suisse romande qui était, lui-même intégrateur des produits, SolidWorks. Donc très vite, on s'est aperçu que notre capacité de développement et principalement à l'international, c'était d'aller, consolider un marché d'intégrateurs et de distributeurs de SolidWorks et d'apporter ce qu'on a fait en France, c'est-à-dire une proposition de valeur plus globale. Donc très vite, on a enchaîné les acquisitions. Alors on a fait aussi beaucoup d'acquisitions en France pour consolider le marché français, mais très vite, l'international a été, à la fois, ne pas démarrer from scratch. On avait fait une tentative, malheureuse aux États-Unis, où on a laissé, quand même beaucoup d'argent, pour, peu de succès, et très vite derrière, on a plutôt, travaillé sur une stratégie de croissance externe. Comment t'as financé tout ça? Alors l'histoire, Visiative, qui est un magnifique projet industriel, et comme je le dis, souvent, il n'y a pas de projet industriel sans, projet, financier, qui accompagne ce projet industriel. Donc j'ai envie de dire qu'on a utilisé, presque toutes les mécaniques, à la fois, de levée de fonds, d'effet de levier avec la dette, bien sûr, faire l'introduction en bourse. De conjuguer, une dynamique de croissance rentable, hein, ce qui nous a permis en fait, d'avoir un cash flow positif et de financer, notre développement. Visiative, c'est, une histoire de 2 hommes, Christian et toi. Comment ça a fonctionné? Parce que parfois les associations sont toujours un petit peu peuvent être complexes, mais pour le coup, ça a bien fonctionné. Quelle est la recette de cette association? Alors, en plus d'être une association à 2, elle était, très clairement à 50-50. Donc, beaucoup, d'ailleurs de nos conseils, nous ont, tout de suite dit: «Ça marchera jamais, le 50-50 ça marche pas». En fait, peut-être que le cocktail, du succès, ça a été d'abord, le fait qu'on ait, 15 ans de différence. On a aussi, tous les 2 le même profil, donc plutôt, profil, à la base un socle technique, mais beaucoup de dynamisme, commercial, une dynamique de réseau, forte. Bon, ce qui nous a permis en fait, très vite, d'associer à notre projet une équipe. Donc au-delà des 2 personnes, majoritaires associées à 50-50, on a très vite, composé une équipe, complémentaire. Donc après, voilà, on peut pas dire que ça soit un long fleuve, tranquille, mais on a toujours trouvé, une complémentarité, et je pense que l'ingrédient, majeur, c'était cette différence d'âge où, Christian apportait, la seniorité, et plutôt, moi la partie, business développement et prise de risque. Entre la TPE du début et l'ETI international, est-ce que la gouvernance a été la même? Tant avec
les relations avec, Christian ou avec d'autres, avec des fonds et puis, lorsque tu étais coté en bourse? Alors la gouvernance a beaucoup évolué puisqu'en fait, et j'attache beaucoup d'importance à cette dynamique de gouvernance, tout simplement pour, être challengé, sur notre stratégie. Alors à différents paliers, hein, puisqu'on a exécuté plusieurs plans stratégiques, bon déjà CAP 2013, ensuite, ODO 2017 quand on est rentré en bourse. Donc avec une proposition de valeur, qui consistait à élargir, notre métier d'intégrateur et éditeur de logiciels pour aller chercher, la dynamique de conseil, puisqu'on était proche de nos clients et de notre capacité de les accompagner dans la transformation. Et là, très vite, on a, revu le casting par rapport à cette vision, de notre, à la fois, conseil exécutif, mais aussi de notre conseil d'administration, pour, justement apporter des complémentarités à la fois métier, technologique, qui allaient embarquer, la croissance de Visiative, hein, 50 millions quand on est rentré en bourse. ODO 2017 nous amenait, à 100 millions. On a exécuté ce plan avec un an d'avance. Et ensuite, donc on a lancé un nouveau plan qui était Next 100 et qui lui était plus, axé international. Et là, à chaque fois qu'on a, justement redéfini, le contour de notre, stratégie et redéfini un cap, on a refait notre casting de conseil exécutif. Donc, on a beaucoup changé en fait, hein, j'ai envie de dire les joueurs, hein. J'ai toujours, pour principe de dire il y a pas de mauvais joueurs, il y a souvent des joueurs qui sont mal placés et notre, rôle de leader, de manager, c'est justement de placer les bons joueurs au bon endroit pour exécuter la bonne stratégie. Donc ensuite, on a exécuté un plan qui s'appelait, Catalyst 2023, un Next 100 là aussi, fait avec un an d'avance, hein, pour atteindre, les 200 millions. Et ensuite, on a travaillé sur un plan plutôt, EBITDA, puisqu'on avait fait beaucoup d'acquisitions, Et je me presque une rappelle. vingt presque une vingtaine d'acquisitions. Et là, on avait besoin en fait de revisiter notre proposition de valeur, revisiter, mutualiser les ressources. Et donc là, de la même façon, on a aussi, changé le casting. Donc j'ai coutume de dire, que voilà, il faut accompagner les dirigeants dans leur, vision stratégique, faire en sorte qu'on révèle leur vision et par rapport à cette vision, comme dans un film, hein, c'est de faire, le bon casting pour, une fois qu'on a le scénario pour faire un bon film. En 2020, je crois, ou peut-être un petit peu avant, ton associé, Christian est parti, à la retraite. En tout cas, il a quitté, des fonctions Ouais, il opérationnelles est chez devenu Visiative. opérationnel à Bandol et ce qu'il avait bien mérité. Et comment ce passage du fonctionnement à 2 pendant, 30 ans à un fonctionnement à un, bien qu'il y ait une gouvernance et puis un COMEX autour, mais comment ça s'est opéré? Bah, j'ai envie de dire que assez naturellement, tout simplement parce que, ce ça le covid nous a, un peu simplifié la tâche, hein, puisque, forcément, on se retrouvait à ne pas être, au bureau en confinement, donc très vite Christian a pris de la distance et ça s'est fait naturellement, même si, aujourd'hui, hein, je travaille toujours, fortement avec Christian puisqu'on a composé un family office, qui s'appelle Alia Team et sur lequel on a toujours, des projets entrepreneuriaux, à la fois d'accompagnement, de projets de start-up ou d'entreprises, qui ont, besoin de se développer, que des projets un peu plus basés sur, l'hospitalité, le sport, la convivialité, le bien-être. Donc on est toujours resté et on est toujours, fortement en contact, néanmoins on parle plus trop de Visiative, ça s'est détaché, petit à petit. Quel est ton rôle aujourd'hui chez Visiative? Donc mon rôle chez Visiative, donc bon Visiative est resté, 10 ans en bourse, hein, de 2014 à 2024. On avait besoin de faire tourner le capital, donc on a trouvé, voilà, on a recherché un partenaire, à la fois financier et ou industriel. On a fait le choix, d'une entreprise, industrielle qui a repris Visiative, où nous sommes, en plein développement, d'un pôle digital dans une société industrielle patrimoniale, détenue par, la famille, Dréau qui s'appelle SNEF
Et mon rôle, c'est, d'accompagner une, transmission, d'accompagner en fait un projet, magnifique, vers, un pôle digital qui, a des perspectives d'aller, chercher 1 milliard d'ici quelques années. Donc voilà un rôle de transmission, toujours ce rôle, de président et de chef d'orchestre pour accompagner, les différents métiers, de Visiative et puis, toujours un rôle, d'actionnaire, hein, puisque je suis, encore actionnaire, certes minoritaire, mais très fortement engagé à 10. Aujourd'hui, tu as un rôle de chef d'orchestre, donc en dessous du chef d'orchestre, il y a pas mal d'instrumentistes. Quel est l'organigramme, idéal? Enfin, comment tu l'as construit? Alors moi, j'ai une vue assez particulière, de la dynamique, d'organigramme. J'ai horreur des organigrammes, et horreur, quelque part, de la dynamique de hiérarchie, hein. Je suis heu, plutôt vers, une le pouvoir est à l'action et le pouvoir est à la dynamique, de leadership. Néanmoins, notre organisation actuelle est plutôt une organisation par métier. Bon, on a un peu tout essayé, hein, métier, pays, puisqu'aujourd'hui la matrice, d'exécution de notre stratégie, c'est plutôt, cette matrice entre les pays et les métiers. Donc plutôt une dynamique d'orchestration, hein. Ma vision des choses, c'est que l'entreprise de demain est une plateforme collaborative, une plateforme à la fois physique et humaine qu'il faut orchestrer. Ce qui donne raison à tout ça, c'est que personnellement, je pense que demain, l'entreprise sera pilotée, à la fois par des humains et par, des agents IA, ce qui, emmènera là aussi, plus de facilité, j'ai envie de dire de prédiction, de simulation et forcément de changement dans l'organisation et plus particulièrement dans les organigrammes. Je suis assez pour l'organigramme inversé, hein, c'est-à-dire que ceux qui créent la valeur, ce sont ceux, qui sont, proches, de nos clients, et que l'ensemble de la pyramide doit être à la disposition, de ce service client, et cette satisfaction client qui nous fait, progresser tous les jours. Tu as fait beaucoup de croissance externe, énormément. Donc il y a eu beaucoup d'intégrations qui ont été faites. Comment étaient, les intégrations? Est-ce qu'il y a une recette particulière Visiative pour l'intégration des croissances externes? Alors là, j'ai envie de répondre à cette question, par, je sais toujours pas faire, parce que je pense que les sujets sont à chaque fois différents. Donc différents suivant, ce qu'on veut faire, au sens proposition de valeur. Je m'explique, par rapport à ça. Moi, j'ai plutôt, tendance à dire, il faut qu'on déploie un modèle entrepreneurial et c'est, d'ailleurs le sujet qu'on a déployé, hein, ce qui était de dire: «On fait un modèle entrepreneurial, comme on veut aller vite, on prend moins de risques en gardant les fondateurs ou les managers à nos côtés quand on se développe dans un nouveau pays». Donc ça a plutôt extrêmement bien marché, donc de ce modèle entrepreneurial. Après, dans la phase, j'aime pas trop le mot intégration parce que, je suis plutôt, du style à dire 1 + 1 = 11, donc de faire en sorte qu'on garde en fait, les dynamiques et les cultures des différentes entreprises pour, offrir, là aussi une nouvelle, proposition de valeur, versus, cannibaliser et cetera et cetera. Donc, voilà, on a fait des belles croissances externes, qu'on a laissées autonomes, comme à BGI et qui s'est, très vite, développée, y compris, j'ai envie de dire, grâce à la culture, Visiative et à la base client de Visiative, mais tout en laissant le modèle entrepreneurial et l'autonomie, voulant pas dire, indépendance. Donc voilà, après, forcément, pour moi, il y a toujours, des zones de progression sur les cross-sell, sur la façon de bien, servir, ces croissances externes, à savoir ce sujet, hiérarchique qui dit, voilà, j'ai des fonctions support qui sont, dans une dynamique de contrôle, versus une dynamique de service au métier et de proposition de valeur. Donc beaucoup de choses, à réadapter. Donc, on a laissé pas mal d'autonomie. Ceci dit, l'autonomie sur certaines des acquisitions, a été, plutôt, un peu néfaste parce que, on a laissé un peu trop d'autonomie. Donc il faut aussi, mettre en place les process, mettre de la gouvernance et cetera.
Est-ce que pendant toute cette période, tu as eu un recrutement, hormis moi quand je me suis occupé du M&A évidemment, chez Visative. Outre ça, est-ce que tu as eu un recrutement qui a un peu tout changé? Qui t'a permis de passer un cap? Il y a beaucoup de recrutements, qui ont permis, encore une fois, hein, si je fais l'analogie au sport, hein, quand on change de division, il faut à la fois adapter, sa tactique de jeu au service d'une stratégie, surtout, de bien, définir, quel est le casting et quel est le profil des joueurs qui vont permettre justement de passer l'étape. Donc forcément avec, beaucoup de changements, puisqu'on est allé très vite pour passer les différents paliers, donc il y a beaucoup de personnes qui ont contribué au succès. Il y a bien sûr ceux qui sont là au sens fidélité depuis de nombreuses années, qui ont su évoluer avec le projet et qui ont pris, des responsabilités. J'ai envie de dire, il y a ces soldats, solides qui sont là depuis, de nombreuses années et qui ont même changé, plusieurs fois de poste. Et puis après, il y a des éléments nouveaux qui arrivent pour, l'international, pour, la stratégie financière, pour, la stratégie, de croissance externe, pour l'introduction en bourse, et cetera, et cetera. Au niveau de la stratégie, tu es plutôt planificateur ou opportuniste? C'est-à-dire, est-ce que, je sais que Visiative a construit des plans s'est développé de plans stratégiques en plans stratégiques, donc il y a une partie planification là-dedans, mais quel est justement le lien entre l'opportunisme et la stratégie? Alors, je suis à la base, plutôt, et j'ai appris à mieux formaliser, les plans, stratégiques, ce qui n'était pas le cas avant puisque je suis plutôt de nature extrêmement, opportuniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pouvoir détecter les signaux faibles, les signaux qui vont permettre justement, d'être, unique au sens, différenciation du terme. Donc une stratégie, c'est l'unicité, c'est une proposition de valeur unique qui nous différencie de la concurrence. Donc là, beaucoup de travail pour formaliser ça, parce que c'est essentiel et c'est essentiel d'ailleurs, de tester le marché, dans le go-to-market de ces nouvelles propositions de valeur. Donc je suis plutôt de nature à essayer plein de choses. Bon, je suis assez résilient aussi sur les quelques échecs, qu'on a pu avoir sur les go-to-market, mais plutôt plutôt opportuniste, mais avec ce sujet de planification. Donc on va dire du collaboratif, au sens collaboratif mais structuré, quoi. Quand on regarde l'histoire de Visiative, il y a eu des paris, gagnants, des paris perdants. Quel est ton plus gros pari gagnant? Alors le pari gagnant, c'est, forcément, spontanément, l'équipe, qui a été, créée, autour de ce projet. Donc avec des gens extrêmement fidèles qui ont su, évoluer, qui ont su s'engager pour le projet. Puis ensuite des paris, plutôt, gagnants, sur, certaines croissances externes qui nous ont fait grandir et puis, l'introduction en bourse. Qui était un vrai challenge, puisqu'en fait, il y avait pas eu d'introduction en bourse depuis, 10 ans quand on a fait, dans notre métier depuis quand on a fait, notre introduction en bourse. Donc ce pari gagnant, qui nous a permis, à la fois, bien sûr, de lever des fonds et de nous laisser l'opportunité tout dans la dynamique de croissance de Visiative, de lever des fonds à chaque fois qu'on en avait, besoin. Mais surtout, cette remise en cause pour que notre projet soit, compréhensible par le plus grand nombre, puisqu'on est très B2B. Le privilège de la bourse, c'est, justement, d'être, transparent, et pour moi, la transparence apporte la confiance. Et ce qui nous a permis, en fait, d'avoir, dans notre table de capitalisation, à la fois des collaborateurs, des clients, des gens de proximité et bien sûr, des fonds d'investissement. Et je crois que ça a été un gros pari gagnant puisque ça a donné de l'attractivité à Visiative. On a eu énormément d'opportunités de croissance externe. Et bien sûr, bon à l'époque, la bourse était plutôt, dans une belle dynamique, cette capacité à passer des paliers. De Visiative, on retient la success story, mais dans une success story, il y a forcément des paris perdants pour le coup et des choses qui n'ont pas fonctionné, comme tu l'aurais souhaité. Quelles ont été les petit peu les grosses plantades de Visiative? Alors il y en a eu plusieurs, hein, puisque c'est là le privilège de l'expérience, c'est qu'on a fait plein de bêtises, ce qui nous permet d'ailleurs de conseiller, plus par,
les bêtises qu'on a faites et qu'il faut pas refaire, notamment, quand on voit des jeunes entrepreneurs. Donc les paris, paris, perdants, bon déjà, allez, au moment de l'explosion de la bulle internet, on était monté très vite à 250 personnes, on était dans l'euphorie et cetera. Donc l'explosion de la bulle internet, on est passé de 250 à moins de 100 personnes. Donc là, ça a été, très, très, très dur, hein, puisqu'il a fallu se séparer d'une centaine de personnes. Il a fallu, revisiter, y compris, les salaires de tout le monde, de réengager, dans une politique actionnariale, l'ensemble des collaborateurs, pour que, derrière, on puisse se retrousser les manches et puis, de passer ce cap. Donc là, la grande satisfaction, c'est que, beaucoup de nos concurrents ont disparu, mais nous, on est resté en vie. On a mis, plusieurs années à s'en remettre. Bon, après, on a fait cette tentative aux US, où là aussi, juste au moment de la crise des subprimes, accompagné par IBM, puisqu'on avait été élu meilleur produit, mondial, autour, à l'époque de la plateforme, collaborative, mail, Lotus Notes. IBM avait, cette ambition de nous faire développer à l'international. On s'est retrouvé un peu seul aux US, donc pari, perdant. Donc il a fallu, revenir, sur un marché, franco-français. Voilà, après, des croissances externes, qui ont pas été, les bonnes, là aussi avec une leçon, hein, c'est que, moins c'est cher, plus ça coûte cher. C'est-à-dire que, les affaires qu'on a et on sait pas faire, chez Visiative, faire, quelque part du retournement ou, des entreprises qu'on a rachetées peu cher nous ont coûté très cher. Donc voilà, plein de bêtises, des bêtises aussi, au sens, communication du terme quand on a fait notre introduction en bourse, hein, puisque le parcours boursier de Visiative, c'est, allez, presque 11 € à l'introduction en bourse. 2 mois plus tard, le cours était à 4 €. On était moins valorisé que notre trésorerie. Bon, les investisseurs qui ont su, garder, patience et résilients, on est monté presque à 50 €, tout de suite derrière. Mais on avait fait une erreur de communication, on n'était pas aguerris à la communication boursière, ce qui nous a valu, quelques, pas problématique puisque une fois qu'on était introduit, on n'avait pas besoin de notre cours, mais plutôt, là aussi beaucoup d'explications, aux actionnaires qui nous avaient fait confiance pour garder, justement, le projet Visiative comme étant un projet de croissance rentable. Dans ce projet Visiative et dans ce développement, comme dans toute, histoire d'entreprise, il y a des anecdotes que personne ne croit parce que ça ne devrait pas arriver. Est-ce que tu as des anecdotes que personne ne croit? C'est incroyable. Bah, déjà, enfin, le sujet le sujet de l'introduction en bourse, j'ai envie de dire que personne, pensait qu'on allait réussir. Donc, et encore une fois, je le rappelle, après la bulle internet, pendant 10 ans, il y a pas eu d'introduction en bourse de société dans le numérique, ou dans le digital ou dans l'informatique. Donc c'était pour nous, voilà, un vrai challenge opportunité. On n'était pas forcément prêts au sens, visibilité financière, rapport annuel et cetera. Donc ça a été beaucoup de Karcher, beaucoup de travail, une saison de ski, qui a été complètement annulée parce que beaucoup de travail le week-end pour remettre en fait une stratégie, claire, hein, puisque je suis arrivé, fin novembre, 2013, pour dire voilà, aux équipes: «On va faire une introduction en bourse, au printemps 2014». Donc on a fait ça très vite. Puis après, des anecdotes aussi, d'affaires qui avaient, plutôt, tendance à être perdues, qu'on a, rattrapées au dernier moment. Donc beaucoup d'anecdotes aussi d'équipes, hein, où, bon, c'est beaucoup soutenu, quoi. En toute cette période, quelle était ta plus grosse fierté? Alors, la fierté, c'est forcément l'humain, en fait, c'est forcément d'embarquer, toute cette équipe. Même si on réalise pas, hein, puisqu'on passe des paliers, on n'aurait jamais parié avec Christian quand on a démarré l'aventure qu'on aurait, une société à plus de 1 000 personnes. Donc cette fierté de réussir un projet, d'accompagner une équipe, une fierté, là aussi, d'accompagner ce projet, dans une transmission.
donc ce sentiment de devoir accompli, hein, de faire en sorte que ce projet, et ce bébé en fait, continue à grandir dans un environnement propice à la croissance. Donc beaucoup de fierté, fierté aussi d'avoir réalisé des logiciels, qui se vendent, par, milliers, voilà, il y a beaucoup de fierté quand on entreprend. Bon, je suis assez, compétition au sens, challenging du terme, donc dès qu'on marque des points ou que dès qu'on gagne un match, c'est plutôt, une belle fierté, quoi. Et à l'inverse, les choses dont tu es le moins fier? Bah, le moins fier, pour le coup, enfin, j'ai envie de dire, forcément, quand on est entrepreneur, on passe beaucoup de temps, dans la dynamique d'entreprise. Personnellement, j'ai beaucoup investi aussi, dans les dynamiques d'écosystème, à la fois président du cluster, Digital League, après, président du MEDEF, Lyon-Rhône, président aujourd'hui du fonds de la région. Donc, là aussi, là où on peut avoir des regrets, c'est de passer un peu de moins de temps, pour sa famille et j'ai envie de dire, pour soi. Donc voilà, c'est effectivement, sans être, égoïste au sens de dire, voilà, on passe du temps pour l'entreprise, donc qu'est-ce qu'on peut prendre comme temps, pour soi? Heu, Là, effectivement, on peut se dire, oui, on n'a pas passé assez de temps, pour la famille. Tu parlais à l'instant de ton engagement dans différents écosystèmes. Je me rends compte, dans ces entretiens que la majorité, des patrons de belles PME de TI sont toujours très impliqués dans leurs écosystèmes, très impliqués, localement dans leur territoire et cetera. Quel est le pour toi, ta vision du sens de l'engagement du dirigeant? Bah, l'engagement du dirigeant, c'est tout d'abord, cet engagement en fait, à la fois de pédagogie en expliquant qu'une entreprise, doit être pérenne, doit être rentable, doit embarquer, un projet. L'ancrage d'une entreprise dans son territoire, donc nous, on doit beaucoup à notre territoire, hein, c'est un peu la dynamique, de, plus, on donne, plus on reçoit. Donc voilà, c'est cet, engagement qui, à la fois, doit permettre aux jeunes de devenir et de tenter, l'entrepreneuriat, donc d'oser, d'accompagner, justement, l'entreprise, au centre de la dynamique économique, pour, à la fois influencer, évangéliser, faire en sorte que ça crée, plus de richesse, que ça crée plus de souveraineté, qu'on revoie les chaînes de valeur et cetera et cetera. Donc, voilà, notre engagement, d'une entreprise, c'est un écosystème, c'est pas, simplement se replier, sur son projet. Quand on est entreprise, dite collaborative et entreprise plateforme, c'est d'aller chercher, justement, cette dynamique de réseau et cette dynamique d'écosystème. À présent, on va parler un peu de ta posture de dirigeant. Comment tu te ressources? Alors moi, à la base, je suis, plutôt, sportif, j'ai fait beaucoup de sport étant jeune, je faisais beaucoup de sport avant de prendre, la présidence du MEDEF, hein. En 6 ans, j'ai pris 12 kilos, donc 2 kilos par an. Je faisais du sport de 5 à 7, pas le soir, hein, mais de 5 heures du matin à 7 heures du matin. Pour moi, la meilleure des choses pour se ressourcer, ça reste, le sport, hein, ce que j'ai tendance à refaire maintenant, hein, puisque j'ai lancé, un projet autour du Pickleball, qui est un nouveau sport, qui est en plein essor aux États-Unis et qui, se développe, en Europe. Donc c'est le sport, et plutôt d'ailleurs le sport d'équipe, puisque, là, ça rejoint un peu cette dynamique, collective. Donc voilà, la ressource, c'est pour moi le meilleur moyen de se déconnecter, c'est le sport. Comment tu as de nouvelles idées? Comment tu arrives à t'inspirer? Alors, moi, je prends toujours, l'exemple de plus on est curieux, plus on apprend. Hem Et que on apprend tous les jours et qu'il faut justement se mettre dans cette posture, d'écoute, d'empathie et d'apprentissage.
C'est-à-dire que ce qui nous a permis, nous, de nous démarquer par rapport à la concurrence, c'est que très vite, on a dit à nos clients: «Le digital, c'est pas une stratégie à côté de la stratégie, c'est au cœur de la stratégie et c'est pour, justement, apprendre le digital, c'est pour aller chercher votre dynamique de croissance et de compétitivité». Donc de trouver en fait, et de se mettre à la place, dans les chaussures de nos clients et d'essayer de leur trouver des solutions pour, que nos clients, grandissent. Là aussi, j'ai lancé, tout de suite après l'introduction en bourse avec Alban, la dynamique entreprise du futur, dans cette perspective-là, qui est en fait, d'être en relation, d'être en interaction, d'être en connexion, avec des dirigeants, de différents domaines d'activité pour identifier les signaux faibles et ces signaux faibles nous ont permis justement de revisiter à chaque étape notre proposition de valeur. Donc cette curiosité, c'est, bien sûr la curiosité des technologies, mais surtout cette curiosité des expériences, donc des usages, pour transformer en fait, la technologie en usage, donc en solution. Tu as des personnes, des artistes, des entrepreneurs ou des sportifs peut-être qui t'inspirent? Bah, je suis plus, enfin, très inspiré par, la dynamique de gagne, donc forcément, voilà, j'aime bien la gagne, hein, cet esprit de gagne. Donc oui, toujours inspiré, par, des entrepreneurs qui réussissent, d'ailleurs quelle que soit la taille, et des sportifs qui réussissent et d'ailleurs quel que soit le sport. J'ai envie de dire, quel que soit, le handicap. On a soutenu depuis le début, par exemple, Alexis Nquinquan, qui est devenu, vraiment, le summum dans sa, discipline, hein, donc OK, médaille handisport, hein, médaille handisport, qui a eu un accident, d'ailleurs, de chantier, quand il était, maçon et qui est devenu, j'ai envie de dire la référence de la gagne et de la résilience. Donc voilà, enfin, tous ces gens m'inspirent en fait, dès qu'on est, dans une, dynamique de prise de risque, et bien sûr, de réussite, forcément, ça inspire. et comment ça se décline derrière dans l'organisation? Bah, ça se décline par, le fait de toujours, la même chose, c'est d'être à l'écoute des nouveaux projets, de laisser de l'initiative, heu, encourager la prise de risque et puis accompagner, le succès au sens, discipline du terme, un peu là aussi comme le sport, hein, d'avoir les bonnes disciplines pour faire les bonnes exécutions et justement accompagner la réussite. Donc c'est vrai que quand on est dirigeant, la réussite des autres, c'est-à-dire des personnes qu'on accompagne, c'est toujours, une vraie, satisfaction. Tu as une routine? Oui, j'en ai plein de routines, enfin moi je suis, plutôt, j'ai envie de dire un boulimique de de travail et d'écoute et de curiosité, donc je passe beaucoup de temps à justement, pour moi-même à la fois faire, cette routine de sport et cette routine de lecture et de curiosité, pour essayer, d'avoir ce coup d'avance. Puis après, oui, des routines, où j'aime bien, déconnecter une semaine, prendre soin de moi, faire du sport, revenir, en pleine forme. Donc avec là aussi une conviction, hein, c'est que, un dirigeant en forme, c'est, une équipe qui performe, un projet qui performe. Donc là, il faut toujours être, quelque part, exemplaire et montrer le chemin. Tu as une frustration particulière par rapport à toute cette vie d'entrepreneur? Bah, les frustrations, il y en a, bien sûr quelques-unes, hein, j'ai envie de dire qu'avec l'expérience, en passant les 60 ans, on se dit, bah, il y a plein de choses qu'on aurait dû faire autrement, ou faire plus vite. Une frustration aussi de pas avoir développé Visiative plus vite à l'international et particulièrement aux États-Unis. Des frustrations, là aussi, de pas forcément avoir fait toutes les acquisitions dont on a eu l'opportunité de faire. Donc on a toujours des frustrations. Mais bon, après moi je suis quelqu'un de très exigeant donc forcément, je trouve beaucoup de frustration mais on se soigne. Tu penses avoir une singularité toi en tant que dirigeant?
Singularité, je sais pas, ma satisfaction, enfin la satisfaction, est-ce que, là aussi, hein, ce qu'on m'a dit, voilà, tu as fait, 6 ans de MEDEF, tu jamais eu de gros couacs, pas d'ennemis, tu as su fédérer, et cetera. Donc, oui, si, enfin, je suis assez aligné, je porte beaucoup d'attention à ça aussi, hein. C'est de dire, voilà, on peut aligner des valeurs, sur un slide, on peut aligner des valeurs sur l'entreprise, mais il faut être nous-mêmes alignés à cette dynamique. Donc quand on dit, voilà, entreprise collaborative, la singularité, c'est d'avoir pu, monter, des réseaux communautaires, entreprises du futur, d'avoir été à l'initiative de nouveaux projets, qui sont toujours, d'ailleurs, dans des phases de croissance. Donc voilà, cette capacité à fédérer et à embarquer, différentes personnes, au service d'un projet. Dernière satisfaction, un peu par hasard, ce projet de pickleball avec cette marque InPick, House of Pickleball, qui était pionnier en France pour développer ce sport. Voilà, on a inspiré, il y a déjà 7 marques, en compétition, ce qui donne, la capacité d'évangéliser et surtout, on a un actionnariat, aujourd'hui d'une vingtaine d'entrepreneurs qui nous ont rejoints, qui sont aussi, très engagés. Donc voilà encore un projet à la fois, entrepreneurial et réseau communauté, quoi. Aujourd'hui, je parle pas de la transmission, patrimoniale auprès de tes enfants, mais plutôt une question de transmission des plus jeunes à des entrepreneurs plus jeunes. Je sais que tu es assez impliqué là-dessus. Et comment tu imagines le rôle du dirigeant dans ce sujet de transmission? Bah, là, enfin moi très concrètement, hein, d'ailleurs il y a eu un article récemment dans Lion Décideur, Laurent Fiard, le grand frère et cetera, et je le fais peut-être, je dis un peu peut-être trop oui, mais je toujours au service, justement, de l'aide, si on peut apporter de l'aide, notamment sur la vision stratégique, sur l'accompagnement des entreprises. Quand on lance Entreprises du futur, qui est, un réseau communautaire d'entraide, c'est de dire voilà l'expérience des uns, doit profiter et faire grandir les autres pour accélérer, la dynamique. Et ça, très clairement, il me semble que c'est dans le rôle du dirigeant, dans cette, dynamique de transmettre qui est, voilà, quand on est, voilà, joueur, on devient peut-être un entraîneur, manager, influenceur. Donc c'est ça, oui, qui m'anime aujourd'hui, c'est de pouvoir, justement aider, au succès de d'autres projets. On va terminer cet entretien avec des questions tac au tac, avec des réponses rapides. Tu es plutôt bureau à 7 heures ou dîner à 21 heures? Je suis plutôt au bureau à À 6 heures. 5 heures, je te connais. Ton application smartphone, préférée? Je parle pas des mails. Non, mais enfin mon application, c'est assez aligné, hein. Mon application préférée, ça reste LinkedIn. C'est-à-dire, curiosité, mise en relation, comprendre le marché, et cetera. Tu as un livre de chevet? Bah, plusieurs sur la stratégie et l'innovation, c'est-à-dire que là aussi, ça fait partie de mes lectures, régulières. Quel est le livre que tu as le plus offert? Je crois que c'est Crossing the Chasm, qui est un livre qui a maintenant, quelques années et qui, explique, la dynamique de go-to-market. Plus de cash ou plus de temps? Plus de temps, forcément parce que, enfin, j'ai envie de dire que, enfin, comme je dis tout le temps, hein, notre premier ennemi, c'est le temps. Après le cash, voilà, c'est le résultat, de ce qu'on peut faire, mais, surtout plus de temps. Recruter un génie ingérable ou un profil un peu plus médiocre mais très fidèle? Ah, je suis plutôt un génie ingérable, sachant que, l'idée, c'est quand même de le gérer, mais, voilà, je suis plutôt, dans la dynamique toujours de prise de risque, de faire, d'innover. Quelle est la PME ou le TX t'admires en secret? C'est une bonne question,
alors peut-être plus particulièrement parce que actuellement je suis proche du sport de raquette, mais typiquement j'aime beaucoup l'histoire de Eric Babola. Après beaucoup d'histoires digitales et particulièrement dans l'écosystème lyonnais, donc avec des belles réussites, que ce soit de Cegid en passant par Esker et Dimo Software, où là on a tous été tous été inspirés les uns des autres. Bon, il y en a tellement que voilà, moi je suis forcément inspiré par toutes les réussites, plus particulièrement aussi avec des clients qui sont devenus des entreprises et qui sont en train de devenir des ETI. Je pense à Tracé, Bruno Volant, je pense à la maison MGA avec Hervé de Maliard, je pense à toutes ces entreprises qu'on a connues, TPE, qui sont en train de grandir, qui sont en train de se structurer, qui font de la croissance externe et qui s'affirment comme industrie du futur. Quel était le pire conseil qu'on t'ait donné? Bah, le pire conseil, j'ai envie de dire que, bon, à la base, c'était de dire, voilà, 50-50, ça marcherait pas. Ça, c'était, le pire des conseils puisque je suis un grand convaincu que l'association, si elle est bien, organisée, est redoutable, y compris, dans la mixité. Le deuxième peut-être conseil, bon voilà, quand on a fait l'acquisition, de ABGI, où, j'ai eu du mal à expliquer, la proposition de valeur, globale. Certains me disaient que le cours allait baisser, que la Je vois pas de proposition de qui tu valeur parles. la proposition de valeur était pas cohérente et cetera. Bon, on a racheté ABGI, ça faisait 18 millions et ça va dépasser 100 millions et il y a beaucoup de synergies et de clients en commun. Donc voilà, après, j'ai envie de dire que dans tous les conseils, il y a forcément, une partie, entre guillemets «de vérité» ou de challenge qui permet justement et quand on a l'esprit de la gagne, de revisiter un peu le sujet et puis de se réadapter, pour montrer, qu'on avait raison. Et le meilleur conseil? Bah, le meilleur conseil, enfin honnêtement, je pense que le meilleur conseil, c'est l'introduction en bourse de Visiative. C'est-à-dire que là aussi, on avait le choix, de faire financer autrement, puisqu'on est passé par tous les solutions de financement pour accompagner ce magnifique projet. Et c'est vrai que bon, peu de gens nous avaient dit: «La bourse, ça peut être une belle dynamique» et on est tombé au bon moment et honnêtement, ça nous a permis, d'une part, d'être, lisible, d'être transparent, d'amener la confiance, d'embarquer des parties prenantes et surtout, de faire toutes ces croissances externes. Alors je le dirais pas forcément maintenant compte tenu du contexte de la bourse, mais j'ai envie de dire de sortir de sa zone de confort, de se rendre visible et de se donner en transparence, donc forcément, s'ouvrir, ça donne une dynamique de confiance et ça donne une dynamique de confiance pour, l'ensemble du projet. Pour conclure cet entretien, Laurent, demain, tu devais repartir à zéro avec 1 000 € en poche, tu ferais quoi? Et ben, déjà, je vais chercher une équipe, heu, mais d'abord, je vais chercher une équipe, ensuite je cherche un projet que je réadapte par rapport à un marché et une équipe. Je fais frugal, puisque 1 000 € va me permettre, d'aller, bien loin. Je fais frugal et puis, très vite, je vais chercher mes premiers clients, mes clients de confiance et qui vont me permettre, de développer mon projet. Merci Laurent. Merci de votre écoute, merci à tous. On vous donne rendez-vous dans un mois avec un nouveau dirigeant dans ce format, mais vous pouvez également vous abonner à la newsletter sur c-lever.fr. Toutes les semaines, des conseils de dirigeants, des conseils d'experts, etc. Et l'éclairage de C-Lever, encore une fois, des experts, des partages d'expériences pour vous permettre d'être des entrepreneurs beaucoup plus impertinents et d'aller chercher les points de croissance. À très bientôt.